Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Depuis 2 jours, Emmanuel Macron est en vacances au Fort de Brégançon. Il vous propose, soit en t-shirt, soit en polo, de l'interpeller sur TikTok pour vous convaincre de vous vacciner. On écoute. Alors première question, je suis jeune, en bonne santé. Je n'ai donc pas de raison de me vacciner parce que je ne ferai pas de forme grave du Covid. Alors ma réponse est simple. D'abord, on n'est jamais sûr. Il y a des jeunes en bonne santé qui se sont retrouvés à l'hôpital, aux urgences. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le Covid long. Et là, beaucoup de jeunes peuvent être frappés par cela. C'est-à-dire, vous ne vous retrouvez pas forcément aux urgences, mais pendant des mois et des mois, vous avez un sentiment de fatigue, des difficultés à respirer. Cela arrive. Là aussi, je l'ai vu. Emmanuel Macron, en influenceur médecin sur TikTok, est-ce qu'il a une chance de convaincre? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. Bonsoir à vous, William Tay. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Est-ce qu'Emmanuel Macron est dans son rôle en communiquant, en appelant les Français à se vacciner, même depuis ses vacances et pourquoi pas depuis TikTok? Alors, je vais reprendre la théorie des 2 corps du roi d'Ernest Kanterowicz. Le roi de France ou le président de la République française a 2 fonctions. La fonction d'incarnation et la fonction de chef de l'exécutif. Dans sa fonction d'incarnation de la France, il a tort de le faire parce qu'il désacralise un peu la fonction. Mais malgré tout, il n'est pas ridicule. Dans sa fonction de chef de l'exécutif, il a tout à fait raison de le faire parce qu'en fait, la France vit une quadruple fracture vaccinale. Une fracture sociale entre les communes riches et les communes pauvres. Oui, ça se voit. Une double fracture territoriale entre les communes du Nord-Ouest et les communes du Sud-Est et la 3e fracture entre les communes des grandes métropoles et les communes des métropoles rurales. Et enfin, une 4e fracture sur la différence d'âge. Les plus âgés sont beaucoup plus vaccinés que les plus jeunes. Et en fait, ce que fait Emmanuel Macron avec ce vecteur d'information, c'est qu'il s'adresse au public auquel il est le plus populaire, c'est-à-dire les jeunes, pour les inciter à se vacciner. Donc du coup, vous êtes un petit peu... En même temps, si j'ose dire, vous qui n'êtes pas macroniste pour dessous, William Tay, vous faites un peu dans le en même temps. C'est-à-dire que d'une part, il a tort parce que ça désacralise, mais d'autre part, il a raison parce qu'après tout, il s'adresse à ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce type de message. En fait, tout dépend de quelles sont votre priorités. Si la priorité pour vous d'un président de la République, c'est la fonction d'incarnation de la France, il a tort. Si pour vous, un président de la République est là pour agir, alors Emmanuel Macron a raison. Là, en tout cas, il a raison sur ce plan-là seulement. D'après vous, 0826 300 300, vous nous appelez justement. Christian nous appelle sur Sud Radio depuis les Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous, Christian. Oui, bonsoir à toute l'équipe et merci de votre accueil. Et bienvenue à vous sur Sud Radio, Christian. En tout cas, vous êtes infirmier en plus depuis 20 ans dans les cliniques, c'est ça? Enfin, dans les hôpitaux privés. Oui, j'ai fait le public et le privé. Oui. Il a raison, Emmanuel Macron, ou pas, de mouiller la chemise sur TikTok et d'appeler les gens, les jeunes en particulier, à se vacciner? Pas du tout, selon moi. Pour moi, ça tourne un peu. Il y a de quoi en rire. On dirait un VRP d'une grande firme pharmaceutique qui vient vendre un produit. Là n'est pas le rôle pour moi d'un chef d'État. Pas du tout. On en est très loin. D'autant plus en fonction du premier extrait que vous avez passé, un jeune qui lui a fait savoir qu'il avait peu de chances de développer une forme grave. Il lui répond qu'on ne sait jamais et que aussi il y a le Covid long. Alors on ne sait jamais. C'est pas une réponse de scientifique selon moi. Non. Le scientifique se base sur des chiffres. Ça j'aimerais bien le rappeler. On se base sur des chiffres. Et c'est arrivé, même si c'était rare, effectivement, que des jeunes attrapent soit un Covid qui leur laisse un Covid long, soit un Covid assez grave. C'était peut-être le sens dont c'est jamais. Mais le pourcentage de mortalité aujourd'hui est de 0,05. Bon, il faut savoir que très peu de jeunes sont touchés. Et en fonction des effets secondaires qu'on a eu à voir aujourd'hui ou de taux de mortalité, le jeune a très peu de bénéfices que de se faire vacciner qu'il n'en a. C'est votre opinion, en tout cas. C'est votre opinion, en tout cas, Christian, qui est infirmier depuis 20 ans dans le milieu hospitalier privé des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup de votre témoignage. On a un médecin avec nous qui est une de nos vraies voix, Jean-Paul Hamon. Vous confirmez ou pas ce que vous venez d'entendre? Non, mais ça, c'est pas très l'attitude de Macron, c'est pas très jupitérien, mais bon, à mon avis, il a pas tort d'essayer d'entrer en contact avec les jeunes. Bon, maintenant, est-ce que ça va vraiment les convaincre? J'en sais rien, on verra bien.
moyens, mais tous les moyens sont bons. Là, on voit bien avec ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement en Corse, où les gens qui sont touchés, c'est les gens qui ont moins de 30 ans, parce qu'ils ont été accessibles plus tard que les autres à la vaccination, et puis que ce sont eux qui font la fête, et que ce sont eux qui ils n'ont pas eu le droit pendant un an, donc ils se rattrapent. Ils n'ont pas eu le droit, c'est ça, voilà, mais bon, ils respectent pas trop les mesures barrières, mais on voit qu'ils payent le prix fort, là, en ce moment, là, en Corse, c'est eux, ils sont 3 fois plus touchés que les autres. Hein. C'est vrai. C'est presque votre classe d'âge, d'ailleurs, William Tay. Vous êtes en direct sur Sud Radio avec nous, président du think tank Le Millénaire. C'est quoi, en gros, l'urgence pour le président aujourd'hui? C'est d'incarner une fonction ou, globalement, c'est de se mouiller la chemise pour que les jeunes qui ne sont pas vaccinés se vaccinent le plus possible? C'est de mouiller la chemise. C'est de mouiller la chemise parce que toutes nos certitudes ont été battues en brèche avec le variant Delta. Par exemple, si on compare notre situation sanitaire à la même époque l'année dernière, on aurait pu légitimement penser que dans les périodes de chaleur et en extérieur, on n'avait quasiment aucun risque de contamination. Pourtant, on a eu une explosion du nombre de cas et qu'on suit vraisemblablement la même courbe que le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'on va suivre une évolution de quatrième vague qui sera moins importante que les 3 précédentes, mais qui sera malgré tout importante et qui peut, cette fois-ci, la grande nouveauté, contaminer notamment les plus jeunes et provoquer des Covid longs qui sont véritablement dommageables pour une partie de la population qui risque de perdre une partie de leur odorat et de leur sens pendant 6 à 9 mois, ce qui est véritablement dommageable. Et même si c'est gênant, c'est les symptômes les plus bénins en plus, c'est-à-dire qu'ils se voient ou ils se ressentent, mais c'est pas ceux qui font le plus mal, il y en a d'autres aussi sur le Covid long. Jean-Luc Benamias est avec nous, vous parliez tout à l'heure, Jean-Luc, de pédagogie, il en fallait de la pédagogie, c'est de la bonne pédagogie ou pas, ce que fait Emmanuel Macron? Non, de la bonne pédagogie, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Je l'ai dit tout à l'heure au début d'émission, je ne pense pas que ce soit le rôle du président de faire TikTok et de répondre à des questions sur TikTok. Je pense même totalement l'inverse. Je pense que, et tout le monde le voit, Emmanuel Macron a commencé sa campagne présidentielle pour être réélu. Et comme dans les sondages d'opinion auxquels je ne crois pas forcément, mais je les suis quand même de très près, une grande partie de la jeunesse, pas toute, trouve Emmanuel Macron plutôt positif dans les questions qu'on leur pose, voilà à qui il s'adresse. Mais vraiment, voir un président, j'essaie de voir si le général de Gaulle, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, François Hollande aurait fait ce genre d'émission. Nicolas Sarkozy aurait peut-être fait ça, pourquoi pas. Mais vous n'êtes pas sûr. En tout cas, c'est pour la fonction Morad. On vit une période inédite, donc forcément, je pense que lorsque le président a fait son allocution, dès le lendemain, 750 000 Français sont allés s'inscrire pour être vaccinés. Le lendemain, 1 million de plus. Donc là, effectivement, on a un vrai souci avec les jeunes. Je ne dis pas qu'ils sont irresponsables, je dis que c'est parfaitement légitime aujourd'hui qu'ils cherchent à faire la fête. On est en été, ils ont vécu une année entre guillemets de merde, mais ils ont vraiment vécu une mauvaise année. Ils ont envie de sortir, ils ont envie de faire la fête, ce qui est normal. Aujourd'hui, s'adresser à TikTok, c'est être en phase avec aujourd'hui les moyens, les outils de communication. Donc ce que fait le président aujourd'hui, il l'a déjà fait par ailleurs, on se souvient d'autres opérations qu'il a pu faire. Donc il faut aller chercher tous les réfractaires, il faut aller chercher tous ceux qui aujourd'hui pourraient être vaccinés pour de mauvaises raisons refusent d'être vaccinés. Moi je crois beaucoup à la pédagogie. Alors est-ce qu'il est médecin, est-ce qu'il n'est pas médecin? J'ai pas l'impression moi qu'il répond comme un médecin. Il essaye, compte tenu de ce que l'on sait, de ce que le conseil scientifique a pu lui dire, il essaye le plus possible d'être à la fois rassurant, parce que la question c'est pas évidemment d'entrer dans ou d'entretenir un climat anxiogène, c'est au contraire d'essayer de s'adresser à une population. Moi, la querelle, pardon Jean-Luc, mais un peu politico-politicienne, est-ce qu'il n'est pas en train d'entrer en campagne? Franchement, on vit une période inédite. Il faut en sortir de cette impasse, sortir de cette incertitude avec le variant Delta, sortir enfin, dire, de ce débat qui, pour moi, ne doit plus en être un, c'est-à-dire, faut-il ou non être vacciné? Il faut être vacciné. La réponse de Jean-Luc et ensuite Jean-Paul Amand. Le débat est... Qui est capable de répondre? Et moi, quand je vois et quand j'écoute les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que je vois une surdité totale, quelles que soient les paroles données par les Républicains, par le Parti socialiste, par d'autres formations politiques qui parlent à l'Assemblée, et dont aucun écho n'est retenu, tout ça est fait avec une seule fraction politique de la société française. Je dis que ça n'est pas pédagogique. Ce que vous voulez dire, j'essaye de paraphraser ce que vous dites, Jean-Luc Benamias, vous dites que le gouvernement ou l'exécutif ou la majorité sont sourds à l'opposition, quoi, c'est ça?
sourd, non pas qu'à l'opposition, car quand vous écoutez les débats, notamment au Sénat, qui sont des débats contradictoires, complexes, mais généralement passionnants, je le dis, hein, on ne peut pas écouter des heures et des heures, mais passionnants, et qu'il n'y a eu aucune écoute derrière, et que de toute façon, la politique gouvernementale, et surtout la politique d'Emmanuel Macron, continue, comme s'il ne se passait rien, dans la rue, on le voit toutes les semaines, et c'est ainsi, et c'est pas prêt d'arrêter, me semble-t-il. Voilà, je trouve qu'il y a quand même une déviance de la démocratie française et de la République française telle que je la conçois. Jean-Paul Hamon et ensuite William T. sur les opposants notamment au Oui, mais là Macron, il est sur son nuage. Hein. Après sa prise de parole le 12 juillet, les vaccinations sont reparties à la hausse, donc il a été efficace, donc il pense qu'il va pouvoir influencer les jeunes. Là, on a de bonnes nouvelles qui viennent de Marseille, parce qu'il semble bien qu'Akhenaton soit en train de sortir de l'hôpital au bientôt. Oui. Et la communication qui serait vraiment utile, là, je pense qu'Akhenaton, il dira pas la même chose que ce qu'il a dit après avoir chopé la Covid. Vous savez, moi, quand je l'ai chopé au mois de mars l'année dernière, je me disais, bon, il commence à nous gonfler avec cette maladie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis quand vous vous sentez passer le vent du boulet, je peux vous dire que après l'avoir fait, vous n'êtes pas pareil. Donc ce qui serait bien, c'est que le Macron... il prenne Akhenaton avec lui et qu'il communique vers les jeunes. Là, ce serait vraiment de la bonne com, et dire au mec, un mec qui l'a fait, qui est passé à l'hosto, je peux vous dire, il va pas parler pareil, il va pas dire, faut pas se vacciner, j'en ai rien à secouer du pass sanitaire, quoi. C'est ça qui est important. Quel argument marche et quel argument porte William T? Alors, je pense qu'il y a 2 points à prendre en compte si on analyse la communication d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est la capacité d'audience, et 2, c'est la capacité de crédit. Quand j'ai parlé de mes différentes fractures sur la vaccination, on sait aujourd'hui que sur la fracture sociale et sur la fracture territoriale, il n'est pas audible, parce que c'est principalement les gens qui sont plutôt gilets jaunes. Donc Emmanuel Macron, on n'a aucun intérêt à utiliser Emmanuel Macron comme vecteur pour convaincre ces gens-là de se faire vacciner. Par contre, quand on regarde la 3e fracture, qui est celle de l'âge, Emmanuel Macron est véritablement populaire auprès de cette partie de la population, avec un niveau de popularité record pour un président de la République. Et moi, je sais dans mon entourage que même si, en fait, ils n'aiment pas forcément Emmanuel Macron, ils prêteront attention à ce qu'il dit, contrairement à si c'était un médecin comme Jean-François Delfraissy ou un autre, parce qu'Emmanuel Macron est une sorte de star, en fait, une sorte de Kennedy ou de Barack Obama. Comment il a... Oui, alors, Emmanuel Macron, Kennedy ou Barack Obama, c'est 2 grands succès américains. Comment il a fait, d'après vous, William T? Je pense qu'il a le style, et moi, de ce qu'on m'a expliqué, même ceux qui ne l'aiment pas, en fait, sentent une certaine proximité au niveau du langage et du style, de sa façon de s'exprimer. Ils se sentent proches de ses préoccupations, notamment plus on habite dans les territoires métropolitains, plus on se sent proche d'Emmanuel Macron. En tout cas, on le voit comme une superstar. Moi, je pense que la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'en fait, la parole médicale et scientifique est quelque peu battue en brèche depuis le début de la crise sanitaire. Parce qu'actuellement, sur une question de 2 points, on a eu des débats entre des médecins, et donc du coup, il n'y a pas une parole unie des médecins ou de grandes autorités capables de faire sens, en fait, d'aller convaincre ces personnes-là. Et 2e point, il y a eu une sorte d'échec aussi de la politique de santé française, avec des revirements, notamment sur la question des masques, sur la question des tests, sur la question de confiner ou pas, avec notamment les problèmes de communication et les revirements. Des chiffres de... Morad, des chiffres de production de l'Institut Pasteur qui n'étaient pas forcément bons. Voilà. Alors, encore une fois, n'oublions pas qu'on est pour la première fois avec cette pandémie dans l'incertitude. Moi, j'ai vu des médecins de grand renom me dire « J'ouvre tous mes cours de fac, je regarde toute la littérature médicale, j'ai pas de réponse. » On était dans « je ne sais pas ». On n'est pas dans le oui, dans le non, ce qu'on attend d'un médecin, ce qu'on attend d'un certain nombre de gens, de sachants. On est dans le « je ne sais pas ». Donc cette incertitude, forcément, elle va... Macron est aussi, j'allais dire, l'incarnation de cette incertitude, parce que lui a des gens autour de lui qui sont des sachants, des intellectuels, des médecins, des professeurs, et qui, malheureusement, ces scientifiques, n'avaient pas de réponse. Parce qu'on attend, nous, pour être rassurés, parce qu'on a tous besoin d'être rassurés dans des périodes aussi anxiogènes. Et donc, on a envie d'entendre, ça y est, c'est fini, on sort de l'impasse, ça y est, on va trouver la bonne solution. Le vaccin, pour l'instant, c'est le moins mauvais des remèdes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le bénéfice-risque, on n'a rien trouvé de mieux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui est dit, c'est que on ne peut pas malheureusement regarder en arrière et juger ce qui a été fait. Aucun gouvernement n'a eu
malheureusement, et on peut le regretter, mais c'est comme ça parce qu'on est dans l'incertitude, n'a eu à chaque fois, en termes de communication, la bonne parole, le bon geste au bon moment. C'est très difficile. Bon, il y a des choses qui sont restées quand même. Agnès Buzyn qui dit le virus a très peu de chance d'arriver chez nous. Mais je parlais de politique responsable. Oui, non, mais je peux vous parler de Sylvette Ndiaye aussi. Le masque ne sert à rien, je ne sais pas le mettre. Mais vous, tiens, on a un médecin chez nous qui a fait beaucoup de médias et pas que Sud Radio. Jean-Paul Hamon, vous avez changé d'avis ou pas? Il y a des choses que vous avez redécouvertes au cours de la... Bien évidemment. Sur quoi, par exemple? Bien évidemment, sur le masque à l'extérieur, par exemple, bon, ça sert pas à grand chose. Mais pourtant, il a été obligatoire très longtemps. Oui, non, mais justement, c'est ça, c'est-à-dire que bon, c'est à l'intérieur qu'on se contamine essentiellement. Et là, sur l'intérieur, on parle beaucoup de la vaccination, mais j'ai l'impression d'être le seul à parler des purificateurs d'air. Il y a des purificateurs d'air qui sécurisent des pièces de 50 mètres carrés, 2,50 m de haut. C'est quoi? C'est un petit commerce, c'est un petit resto, c'est une salle d'attente, c'est une classe. On pourrait mettre tout ce qui réduit la circulation du virus, c'est une bonne chose. Quand on aère les pièces, c'est une bonne chose de renouveler l'air. Il y a moins de virus quand on renouvelle l'air. Les purificateurs d'air, c'est ce qu'ils font. On va pas toujours être en été, pouvoir aérer les pièces. D'ailleurs, on n'est pas en été en ce moment. Non, je suis d'accord, mais même avec la température de merde qu'on a en ce moment, on peut ouvrir les fenêtres. On arrive à aérer les pièces, quoi. Et là, on se prépare pas. L'automne, l'hiver, etc. Ça va arriver. Le virus, on voit qu'il est toujours là. La saisonnalité, ça marche pas. Donc, on va être obligé d'utiliser ces purificateurs d'air où ils sont. C'est ça. Est-ce qu'il y en a dans les classes? Est-ce qu'il y en a dans les écoles? Est-ce qu'il y en a au resto? Est-ce qu'il y en a dans les salles d'attente? Est-ce qu'il y en a dans les petits commerces? Donc on n'est pas encore complètement prêt. Est-ce qu'on préfère continuer à payer du chômage partiel ou est-ce qu'on investit dans ces trucs-là? Il y a des boîtes à Nantes qui le fabriquent. Il y a 2 boîtes à Nantes qui les fabriquent. Franchement, pourquoi on les utilise pas? Pourquoi on les commande pas, quoi? C'est absolument vraisemblable. C'est pas miraculeux, mais ça réduit la circulation du virus. Et ça peut servir, effectivement. Jean-Luc Benamias. Question. Pourquoi il y a moins de lits dans les hôpitaux aujourd'hui que depuis le début du Covid? Pourquoi il y a moins de moyens dans les services de soins? Pourquoi? Voilà, c'est quand même très contradictoire. Pourquoi la France est en train de se désertifier? Jean-Luc. Oui. Pardon. Terminé. Non, vas-y, Jean-Paul. Non, mais pourquoi la France est en train de se désertifier de ses médecins libéraux? Pourquoi les Français ont du mal à trouver un médecin traitant? Parce que le système de santé, il fout le camp. Parce qu'il n'y a aucune organisation du système de soins. Il y avait une occasion unique, maintenant qu'on a mis des milliards sur la table, de réorganiser le système de soins, de faire en sorte que les Français aient un médecin traitant, qu'ils ne soient pas obligés d'aller aux urgences, ou qu'on régule l'accès aux urgences. Et en un mot, parce que c'est le sujet du débat malgré tout, Jean-Paul Hamon, en un mot, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Là-dessus, rien. Olivier Véran, il a fait un Ségur de la santé, qui est un Ségur de l'hôpital. Il a relancé la machine, a creusé le déficit. Il n'a pas réorganisé les soins. Et ça, c'est un pour vous, zéro pointé sur ce point-là. Et ce sera le mot de la fin pour notre invité qui est toujours avec nous sur Sud Radio, William Tay, président du think tank Le Millénaire. Est-ce qu'il est crédible, Emmanuel Macron, dans cette crise? À la fin, qu'est-ce qui restera du bilan d'Emmanuel Macron sur cette crise, d'après vous? Je pense qu'il restera comme l'homme qui a incarné le déclin français, notamment par rapport aux voisins étrangers. Parce que si Emmanuel Macron, il faut le soutenir sur la question de la campagne de vaccination, on voit nos différents chiffres et on voit actuellement qu'on est moins bon que nos voisins. Et donc, en fait, cette crise sanitaire aura marqué le déclin de l'Europe par rapport à l'Asie et aura marqué le déclin de la France auprès des autres pays européens. Alors, non, on ne peut pas dire ça. Vous n'êtes pas d'accord? Pardon, on ne peut pas dire ça. Alors, dites-le. Mais parce qu'aller demander aux Espagnols, ils n'ont absolument pas les restaurateurs, tous les, les cinémas, personne n'a été aidé. En Italie, c'est pareil. En France, franchement, le système a tenu aussi parce que, alors peut-être qu'il a eu des mots très forts quand il a dit on est en guerre, etc. Il n'empêche que quoi qu'il en coûte, ça a été franchement, pour l'économie française, on a résisté. Et ça, c'est un système. Non, mais c'est un système. Il faut quand même reconnaître à la France qu'on a quand même un système qui nous a permis de passer cette crise inédite. Et on verra justement ce qui nous restera comme trace et comme séquelles de ce Covid. On n'était pas d'accord, mais c'est le principe même du débat sur les vraies voix. Merci à notre invité.
William T, président du think tank Le Millénaire, d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Nous posions la question: Emmanuel Macron, en influenceur médecin sur TikTok, a-t-il une chance de convaincre? Vous avez voté, vous avez répondu très massivement non sur le Twitter de Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, place au clin d'œil des vraies voix. Chers amis, c'est Clément Barguin qui va nous rejoindre. Il nous emmène dans le sud-ouest pour nous raconter avec elle le combat d'une boulangère qui se bat pour qu'on n'expulse pas du pays son apprenti qui est guinéen. À tout de suite.